Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de sa morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires bio destinée à améliorer votre santé, ainsi que notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je serai accompagné de June pour animer le podcast et qui nous partagera son expérience personnelle, le tout avec de nombreuses anecdotes. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram où elle est particulièrement active en tapant JuneCoach74 ainsi que sur son podcast Beyond Your Why. Allez, c'est parti. Salut June, comment ça va aujourd'hui ? Bah ça va super, et toi Rudy ? Bon alors, quelles sont les news durant ce mois ? Comment se passe ta prise de masse ? Bah écoute, elle se passe bien, hein. Je continue à prendre du poids, donc c'est le but d'une prise de masse, comme tu le sais, avec des petites pauses, mais par rapport au mois dernier, je crois avoir pris encore 1 kilo. 1 kilo environ. Donc 250 grammes par semaine ? Voilà, à peu près, en moyenne, et ouais c'est ça, 250 grammes par semaine environ, donc là je suis à 61,2. Donc Ok, ça monte. et est-ce que tu t'es fixé une limite en termes de poids ou pas ? Bah le but serait, donc la dernière fois que j'ai fait ma prise de masse, tu sais, j'étais montée à peu près à 64 kilos, donc l'année dernière. Et c'est là qu'on avait commencé ma sèche pour la compétition. Donc là, le but, ça serait peut-être de remonter à 64, de faire une mini cut, donc d'enlever un petit peu le surplus de gras accumulé et de repartir sur des bases un petit peu plus saines. Donc ça serait de faire un mini déficit entre-temps, pas un déficit aussi agressif que celui pour la préparation. Ouais, où tu mangeais plus rien là. Voilà, c'est ça sur la fin, hein, bien entendu. Mais voilà, le but c'est de diminuer un petit peu le taux de body fat, donc de masse grasse, et ensuite de repartir sur des bases un petit peu plus saines pour aussi relancer tout ce qui est l'appétit, et puis même au bout d'un moment quand on prend trop de gras, c'est contre-productif, tu le sais très bien. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc c'est de limiter les dégâts et de repartir un petit peu. Est-ce que tu as dû augmenter ton alimentation depuis le mois dernier pour continuer à grossir ou pas ? Non. Non, je sais pas. Tu vois, il y a une question, des fois t'es obligé. Non, ouais, des fois c'est obligé, mais moi l'avantage c'est que je prends facilement et je perds plutôt facilement. Dès que je diminue, ça part quand même relativement bien, et dès que j'augmente, le poids il monte de manière linéaire, on va dire. Ensuite, comme il y a des repas libres une fois par semaine, en fait c'est ça qui fait surtout monter le poids, quoi. Donc voilà. Tu sais combien tu manges de calories en moyenne ? Ouais, je suis à peu près à 2150, ce qui n'est pas énorme. C'est pas énorme, ouais. C'est pas énorme, c'est correct. Avec en ce moment une prédominance sur le plan des lipides. Ok, tu testes plus de lipides, voilà, alors ? plus de lipides, donc 1,2 g par kilo de poids de corps. Et pour faire ça, qu'est-ce que tu manges comme lipides ? Parce que moi je bouffe beaucoup de super oléagineux, toi aussi, des trucs comme ça, des oléagineux ? Principalement sardines, poisson gras, ensuite haché 5%, œufs et oléagineux. Voilà, okay. C'est mes principales sources de lipides. Est-ce que tu rajoutes de l'huile d'olive dans tes plats ou des huiles ? Un petit peu d'huile, mais voilà, c'est pas étant donné que le poisson gras, j'en mange plutôt pas mal, donc tous les jours. Ah ouais, tous les jours, sardines ou maquereaux, donc voilà, ce qui fait que ensuite tous les jours, je dis ça, non, c'est pas tous les jours, mais voilà, c'est ce qui va constituer en tout cas les principaux acides gras de mon alimentation. C'est pas c'est pas des conneries quoi qu'on trouve dans. Je crois que tu mangeais des gâteaux, je suis déçu. Ouais, et est-ce que tu sens une différence depuis que tu fais ça ? Est-ce que tu te sens moins amorphe ? Alors, quand on mange beaucoup de glucides, des fois, on sent un gros pic de glycémie, et après, on est un peu cuit. C'est exactement ça. En fait, moi, le truc avec les glucides, c'est super, hein, c'est top. Mais moi, je sens très vite une certaine rétention d'eau. Je trouve aussi que je réagis pas forcément hyper bien en termes de forme, et j'ai l'impression de mieux réagir
avec les lipides. En tout cas, je me sens sur une forme qui est plus diffuse tout au long de la journée et en plus je trouve que ma ligne est mieux avec ce système-là. Donc voilà, pour l'instant on reste là-dessus. Il y a un courant comme ça qui est un peu populaire dans le triathlon, dans les sports d'endurance, dans l'ultra trail. Je fais une petite dédicace à mon pote Hugo, qui est justement le matin de ne pas manger de glucides. Donc tu manges que des protéines et des lipides, même si les protéines vont augmenter un petit peu l'insuline, c'est l'index insulinique pour ceux qui veulent aller plus loin. Et donc ils font ça pour essayer justement de pas avoir ce coup de barre après le petit déjeuner, et ils vont s'entraîner pas longtemps après pour essayer d'être vraiment sur d'améliorer leur capacité à libérer du gras pendant l'effort, tu vois, la lipolyse, à l'utiliser. Toi, il n'y a pas encore de repas où tu es sans glucides? Non, pour l'instant, j'ai des glucides sur tous les repas. C'est quand même assez important, surtout en musculation, pour quand même avoir cette énergie, ce pump, pour avoir cette bonne circulation des nutriments. Donc voilà, il y aura quand même des glucides à tous les repas, mais par rapport à avant, c'est quand même moindre. C'est par exemple, je sais pas, avant sur un midi, j'avais 70 grammes de riz cru, maintenant c'est 50 grammes, et c'est plus. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup. T'as pas la flemme de faire cuire 50 grammes de riz? Non, parce que je fais des meal prep, tu sais. Ah ok, donc je prépare d'avance. Voilà, je batch et ensuite j'ai juste à récupérer, et en général le soir je mange des pommes de terre, donc ça fait quand même plus de volume dans l'assiette. Par contre le matin j'ai 100 grammes soit de pain au levain, soit de flocons d'avoine, soit de voilà, tu vois, Ah ouais, de je veux dire, parce que 50 grammes, moi j'ai pas envie de faire cuire à quelque chose, hein. Ça coûte plus cher en électricité. Mais non, je fais plusieurs repas comme ça, parce que c'est sûr, tu fais cuire 50 grammes de riz dans un cuiseur, ça va plus abîmer la T'as un cuiseur de riz? Ouais, c'est hyper pratique. Je le conseille à tout le monde. C'est vraiment game changer. Pour toi. Pendant un moment, j'avais mon cuiseur vapeur. Je sais pas si tu l'avais vu ou pas. Ah si, là, ouais. pendant que je faisais ma cuisine, donc j'avais le cuiseur vapeur. C'est sûr que c'est pratique, mais bon, comme moi, je fais tout cuire d'un coup pour la journée, vu les quantités que je mange. J'aime bien aussi faire, et en même temps, ça me fait mes petits rituels pour bosser. Je sais que il y a l'eau qui chauffe. Ensuite, je mets le riz, c'est 10 ou 15 minutes. Et en même temps, je peux bosser. Enfin bon, ça me speed un peu. Ça te fait ton rituel. Ça me fait mon timing, ouais. Et ça fait longtemps que tu fais ce test des lipides? Ça va faire un mois, là. Ça va faire un mois de test. Donc voilà, pour l'instant, on reste là-dessus. Ouais, mais j'avais déjà fait des tests comme ça. En 2016, je me souviens que j'avais beaucoup essayé ça parce que je devais manger énormément quand j'étais notamment au Canada. Parce que là-bas, tout est un peu plus gras, caché dans toutes les viandes hachées, bref. Et donc, j'avais essayé aussi de manger plein d'oléagineux, ça m'avait pas trop réussi, je me sentais plus amorphe. Mais là, maintenant, je sens avec les années que je mange beaucoup plus. C'est pas que moi je mange de lipides, parce que là, comme je disais, les super oléagineux qu'on propose sur Superphysique, je prends des poignées et des poignées, donc Ouais, j'en ai vu dans le riz. ouais, ça c'est mon repas du midi que j'ai déjà préparé d'avance, tu vois, mais je prépare tout le matin. Comme ça, après, je suis tranquille. Mais j'ai l'impression de mieux réagir avec les années, et c'est souvent un truc qu'on va conseiller aux personnes qui ont déjà été un peu plus grasses auparavant, qui ont un début entre guillemets de résistance à l'insuline, qui sont plus sensibles entre guillemets à l'ingestion de glucides, et donc de passer par les lipides pour justement éviter ces coups de barre sans arrêt. Et c'est vrai que c'est intéressant. Tu nous diras ce que ça donne le mois prochain. Peut-être que tu seras à 2 grammes. Peut-être. Non, je pense pas quand même. On dit en général qu'il y a des valeurs un petit peu plus physiologiques. Aller au-delà de 1,2 grammes de lipides par kilo, en général, ça peut induire aussi. Pas du tout. Il dit rien. Non, mais c'est même pas que par rapport à ça, mais ça peut induire d'autres problèmes. Voilà, d'autres problèmes, d'autres contrariétés, et parfois il vaut mieux pas monter au-delà de ce seuil. Ensuite c'est au cas par cas, hein, bien sûr, ça dépend comment tu te dépenses, de combien de calories tu as besoin. Et j'en profite aussi parce que t'as été à Nevers à la conférence. Quelles sont les conférences qui t'ont le plus intéressé, le plus plu? Alors moi j'ai beaucoup aimé les interventions de Cisport de Pierre et Anélia. Ouais, voilà, c'est surtout Pierre qui parlait, mais bon, je pense qu'ils l'ont fait en commun. Et c'était super intéressant, même si c'était des choses que j'avais déjà vues auparavant. En fait, c'était un très bon rappel d'une manière quand même assez claire, concise, qui permet de rappeler un petit peu les capacités des muscles, les capacités contractiles, tout ce qui était système, interférence, des choses comme ça. J'ai été quand même pas mal intéressée aussi par les interventions de Bénédicte, les interventions qu'il y avait autour de la nutrition. J'aurais aimé avoir
plus la possibilité d'aller sur des interventions qui à la base ne me parlaient pas entre guillemets, dans le sens où comme il y avait des conférences sur le même créneau horaire. Bien sûr, il y en avait pas mal, hein. Voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup de conférences sur les mêmes créneaux horaires. Je me suis dit, OK, je vais privilégier ça parce que c'est mon domaine. Mais en fait, j'aurais peut-être dû aller sur des choses qui n'étaient pas du tout de mon domaine pour m'ouvrir à de nouvelles choses plutôt que, en fait, de voir des choses. Est-ce que tu as pu faire des workshops? Tu sais, les trucs pratiques au milieu? Alors voilà, non, Ça, j'ai pas fait du tout de workshop et c'est ça que je regrette un peu, c'est de pas avoir été sur des workshops. J'ai été sur des tables rondes, mais j'ai pas fait de workshop où vraiment on était en mouvement, en activation. Et j'ai pris beaucoup de conférences et au final, j'aurais bien aimé faire un petit peu plus de mise en pratique, d'application. Ouais, moi aussi, comme j'avais pas le temps, que j'étais en conférence tout le temps, je pense que c'est des trucs que j'aurais fait en priorité, les workshops. Ouais. Justement, les mises en pratique, que ce soit sur les façades avec Pierre-Yves. Voilà, en fait, ça j'aurais bien. Ça, ou même les trucs de power avec Charlotte et Nico, qui avait vachement intéressant. Donc, ouais, ça c'est vrai que. La prochaine fois, prendre quelques workshops pour les personnes qui viendront lors de l'événement. Je pense que prendre des workshops, ça peut être super intéressant pour tout de suite mettre en application. Et on sait très bien que quand on met en application, c'est comme ça qu'on assimile mieux aussi les connaissances. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, que de rester assis à écouter. Bon, c'est bien, on peut poser des questions, mais forcément, on est un peu passif dans la réception de l'information, alors que quand on est en workshop, on applique tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé du prix des 2 jours? Est-ce que pour toi, c'est combien ça coûtait? 200 euros? Ouais, à peu près, un tout petit peu moins, 180. 180. Est-ce que pour toi, ça se justifie? Oui, clairement, par rapport parce que justement, on parlait avant de prendre l'antenne du prix des formations en ligne. Ouais. Là, tu me parlais que tu avais suivi une formation à 600 euros. Ouais. Non, mais bon, voilà, moi, j'en suis des fois à plusieurs milliers d'euros aussi. Hein. Ouais. Et donc là, pour 180 euros, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que la qualité des interventions était là, la qualité des intervenants aussi, donc forcément. Et puis il faut voir la chose aussi comme du networking, donc le fait de pouvoir rencontrer des professionnels du sport, des personnes qui ont plus d'expérience que nous, moi en tant que jeune coach en tout cas, pouvoir être parmi des personnes qui ont plus de 10 ans d'expérience, c'est super, hein, c'est génial. Donc pour moi le prix il était largement justifié. Et en fait, j'espère vraiment qu'il y aura soit plus régulièrement, soit de manière récurrente ce genre d'événement, parce que je pense que c'est le nouveau salon des professionnels. Ouais, c'est ça. Normalement déjà 2024, c'est sûr, au même endroit. Voilà. De ce que j'ai entendu, la mairie de Nevers est hyper emballée, donc ils vont un peu aider financièrement parce que l'événement n'a pas été hyper rentable malgré le fait que ce soit complet. Donc ouais, je voulais avoir ton avis parce que toi, t'étais en tant que participante. Donc moi, en tant qu'intervenant, j'avais une autre vision du truc. Donc, mais c'est vrai que moi, quand je pense au prix, 180 euros, je me dis, c'est donné. On peut pas faire moins, je pense. Et parce que des fois, je vois des formations, genre des fois à 100 balles ou quoi, donc des trucs pas très chers. Et je dis, putain, pour 100 balles, c'est l'équivalent. La formation dure 1 heure sur le net, entre guillemets, en plein de petites vidéos. Et en fait, t'as eu, je sais pas, 8 ou 9 conférences d'1 heure. En plus des tables rondes de 45 minutes, en plus des autres trucs, pour 180 euros. Ouais. Donc c'est quand même. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Le seul point négatif que je dirais, c'est d'avoir beaucoup d'interventions de qualité sur les mêmes créneaux. Ouais, voilà. Ou beaucoup de choses sur le même créneau horaire et on est un petit peu pris de court. Qu'est-ce que je dois privilégier? Est-ce que je dois privilégier quelque chose qui est vraiment de mon domaine d'expertise pour approfondir des connaissances ou aller sur quelque chose de totalement nouveau pour m'ouvrir à de nouvelles choses? Et c'est là un petit peu qu'on est tiraillé et la prochaine fois je prendrai un petit peu de nouveauté. Je viens de lire le dernier Sport et Vie et figure-toi que j'ai appris une nouvelle qui va te faire du mal. C'est qu'au-delà de 86 minutes de sport par jour, c'est plus pour la santé. Alors June, est-ce que tu fais plus de 86 minutes de sport par jour en moyenne? En moyenne, pas par jour déjà. Et si on fait la moyenne. Si on fait la moyenne, purée, il faudrait que je calcule. Ça fait 1h26. Ça fait 1h26 de sport par jour. Donc ça fait 7 fois 1h30, on va arrondir. Ça fait 10h30.
Ça fait 10h30. Bon, ouais, je crois que mes séances, elles durent entre 1h30 et 2 heures. Ensuite, il faut bien remettre les choses dans le contexte. Moi, je fais pas du sport comme toi. Oui, Toi, bien tu sûr. fais beaucoup d'endurance. Moi, actuellement, c'est vraiment de la musculation. Et dans la musculation, on sait très bien que sur 1h30, 2 heures de séance, en fait, on a beaucoup de temps de repos. On a des temps d'échauffement entre chaque exercice. Donc, ce qui fait que moi, je dirais que sur mes 2 heures de séance, j'ai pas 1 heure effective. Enfin, si, j'ai 1 heure effective. J'ai 1 heure effective où vraiment je vais forcer, mais voilà, le reste de la séance, donc on pourrait dire 1 heure par jour. Et en plus, en ce moment, j'ai bien diminué mon volume d'entraînement par rapport à ce dont je t'ai parlé avant, par rapport à la récupération. Et donc, je dirais pas que je suis Bon, t'es sauvé par contre, alors. je fais du potager, donc est-ce que c'est... Ah, tu fais toujours ton potager? Bah là, je le renouvelle cette année. Et t'en Tout as à refait fait. depuis qu'on s'est vu? Ouais, bien sûr, ça ne m'a pas fait mal au dos. Ce coup-ci, ça a été. Ce coup-ci, ça a été parce que je me suis bien échauffée, mobilisée mes lombaires avant. Donc, j'ai fait du Jefferson T'es Curl. fonctionnel, toi. Je suis hyper fonctionnelle. Donc, voilà, dans mon petit jardin, je fais un petit peu de Jefferson Curl et ensuite je vais au potager. Et comme ça, je peux me mettre dans plein de positions différentes. Tu dois être beaucoup accroupi, tu dois aussi biner. Donc, voilà, c'est des mouvements vraiment de pioche. Ouais, ouais, très, Donc, très, très différent de ce qu'on fait habituellement, c'est quoi. ça, très différent, mais c'est super. Moi, tu sais que j'adore ça, quoi. Non, mais je voulais revenir sur, tu sais, sur ce point de 86 minutes de sport par jour parce que, Ouais. bon, là, c'est une moyenne, hein, ça prend encore une fois avec des pincettes. Mais souvent, on dit, voilà, le sport, c'est la santé. Et là, j'ai trouvé intéressant le fait qu'il y ait un chiffre qui soit donné en Mm. disant 86 minutes, finalement, car moi, dès que tu fais un sport un peu d'endurance, c'est pas beaucoup. 86 minutes, 1h26, 1h26, donc c'est 1h26 par jour. ouais, Moi, ça me semble, pour quelqu'un qui n'est pas compétiteur, oui, qui n'est oui, pas dans le sport de haut niveau, 1h26, déjà, s'il peut faire ouais, 1h26 de sport par jour, ça me semble très bien. ouais, ouais, moi aussi. Voilà. Au-delà, effectivement, il faut bien se rappeler que, il y a des personnes qui ont des familles, un Bien sûr, bien travail, sûr, bien sûr. parfois, c'est pas, le sport, c'est pas leur vie. Donc forcément, ça va impliquer des contraintes de temps, d'organisation. Donc déjà, si la personne, elle peut faire 1 heure à 1 heure et demie de sport par jour, je trouve ça Ah super. oui, non, mais moi aussi, mais c'est juste ce temps limite un peu, qui était, Ensuite, est-ce que tu te sens moins en forme? Est-ce que non, 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 depuis non. que tu fais de l'endurance par rapport à la Ah, musculation, mais là, j'en fais pour beaucoup. Comme j'en fais beaucoup, en fait, je dors facilement. ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, tant que tu récupères Ouais, bien, ouais, ouais, ouais. ça va. Bien sûr, mais c'est un sacré rythme. C'est sûr que sans arrêt, T'es à combien en ce moment de manière quotidienne? je sais pas, est-ce que marcher, c'est du sport? Non, Marcher, on compte pas. non, parce que moi aussi je marche et je marche bien 1 heure et demie par jour. Donc Je sais pas, bah, ça va dépendre des jours. Lundi, j'ai fait muscu à peu près, putain, ça dure au moins 2h30, hein, sans forcer. Et après, j'ai été courir, ça m'a pris 47 ou 48 minutes. Sur Strava, ça doit être. Donc, tu vois, ça fait, un bon 3 heures lundi, déjà. ouais, 3 heures. Et Et, quand tu fais tes séances que kayak, cardio, donc kayak, est-ce que la kayak, ça dure entre 1 heure et 1h30. Non, mais comme il fait beau, tu vois, comme aujourd'hui, bah, ouais, j'ai sans doute faire 2 séances. Tu ouais, vois, je vais en faire une, ensuite, je vais manger tranquille, je vais aller boire un café, avec Belette tranquillement, bosser un peu avec mon ordi, et je refais une petite deuxième séance, sans forcer. ouais, Mais au final, je serai un peu plus de 2 heures par jour. ouais, Et si c'est un gros jour, ouais, un gros jour, ça va être 2h30. ouais. Donc ouais, Ensuite, donc les 1h26, c'est sûr que j'y suis parce que ça fait c'est 10h30 par semaine. J'y suis sans compter la muscu, donc oui, ensuite, voilà, il faut. Est-ce que c'est 1h26 d'affilée? Peut-être que si c'est fractionné ouais, dans la journée, peut-être que c'est légèrement différent. Voilà, il faut se rappeler aussi que je sais pas, j'imagine qu'ils ont utilisé des études faites sur des groupes. bien sûr, bien Voilà, sûr. c'est quand même dans un certain Ouais, non, bien sûr, bien contexte, sûr. c'est dans des champs. Mais merci de me rassurer, docteur John. Avec plaisir. Chef, cette consultation est gratuite. Ça coûte un café. Ah, ça va. Je savais pas que tu buvais du café, je crois que tu buvais du thé normalement. Ah non, moi Ah, c'est le matin, c'est parce qu'on suis, fait le matin. ouais, voilà, c'est ça. C'est le matin, je bois du café et après 13 heures. Donc, sauf si vraiment, par exemple, hier, j'avais de la danse tard le soir j'avais à 20h30 mon cours de danse. Forcément, là, j'ai pris un petit café un peu plus tard que d'habitude pour pouvoir tenir. Mais autrement, j'arrête le café à partir de midi. Parce qu'il faut savoir que la demi-vie du café est de 6 heures, mais que l'effet, il peut se diffuser encore. Donc, forcément, si vous prenez un café à 15 heures, et vers 9 heures du soir, vous aurez encore un petit peu Ah ouais, les effets. tu le sens comme ça, toi, comme quand t'as du mal à Moi, je dormir. le sens vraiment très très fort. Je suis assez sensible à ça, donc ce qui est super. Avant mon entraînement, je prends un café ou de la caféine en tablette. C'est top.
Mais par contre, voilà, dès que j'en prends l'après-midi, ça va impacter Si directement. tu connais la technique de la sieste où tu te réveilles en forme, tu bois un café, tu fais ta sieste direct et comme tu te réveilles, hop, le caféine est dans ton sang et hop, tu te réveilles bien. Pas mal. T'as jamais entendu ça? J'ai jamais testé ça. Étant donné que le matin je travaille, Ouais, non, mais ouais, c'est vrai que tu prends que le café le matin, mais mais ouais, à tester en tout cas. c'est une technique. On va faire donc des questions comme d'habitude qui ont été postées sur les forums Superphysique et j'ai pris des questions auxquelles June a de l'expérience à nous partager. Donc la première c'est de Seb D qui avait posé une question il y a un petit moment, mais que j'avais sélectionné, qui nous dit: je suis tombé sur une méthode de musculation qui consiste à mettre un garrot pour limiter l'afflux sanguin lors des exercices. La promesse est d'avoir une hypertrophie avec une charge moins importante. Si tel est le cas, ce serait la méthode pour ne pas bouger ses articulations. Une alternative aux séries longues. Je peux même imaginer que Fabrice puisse récupérer ses cuisses combinant les deux, des séries longues avec 2 bouteilles d'eau. Plus sérieusement, je me demande si vous avez essayé cette technique et si oui, pourquoi l'avoir abandonnée. Ça ne m'étonnerait d'ailleurs pas que c'est une technique qui marche bien pour les dopés. Et là où je suis sceptique est que elle a l'affirmation que c'est sans danger. Couper l'afflux sanguin est à mon sens ne pas évacuer les toxines du muscle et n'est pas très sain. C'est un peu comme ces coureurs qui courent à jeun en pensant favoriser la lipolyse. C'est bien beau, mais si le corps a vidé ses réserves de glycogène, il y a un risque de catabolisme et de fonte musculaire. Et pourtant, on trouve des tonnes de sites qui en font la promotion. Je me demande donc si c'est un peu le cas pour cette technique. Promotion sur Internet d'une méthode stupide, voire dangereuse. June, je t'ai déjà vu avec des garrots à la salle. Tout à fait. Et alors, est-ce que et déjà, on va commencer par le plus simple. Est-ce que tu as pris du muscle avec cette technique? Ah, la réponse courte, non. Ah merde. La réponse longue, c'est non, mais c'est parce que. C'est parce que quoi alors? Alors, déjà, effectivement, l'occlusion training, donc le Katsu aussi, voilà. C'est une méthode qui consiste donc à mettre un garrot pour couper l'afflux sanguin et avoir une plus grosse congestion. Et en général, on dit que ça peut nous permettre d'utiliser des charges beaucoup plus légères et d'avoir le même résultat que si on s'entraînait en lourd avec peu de répétitions. Mais il faudrait quand même aller chercher l'échec et augmenter les répétitions d'une manière suffisante pour créer un petit peu ces mêmes adaptations. Un stress suffisant. Voilà, un stress suffisant et donc ces mêmes adaptations que lorsqu'on va chercher les charges lourdes, l'échec musculaire, tout ça. Mais donc oui, j'avais testé pour mes quadriceps, pour mes jambes, étant donné que c'est mon point faible en musculation. Et je m'étais dit, pourquoi pas tester? On va voir. J'ai quand même testé, je pense, sur 1 ou 2 mois. J'ai été assez assidue dans mes séances jambes. En fin d'entraînement, je l'utilisais principalement pour le leg extension. Donc, je ne l'utilisais pas pour ce qui est des squats, pour les exercices polyarticulaires. Mais parce qu'en plus, voilà, c'est des cuffs que j'ai achetés sur le site Occlusion Training, donc celles qui sont brevetées entre guillemets. Et mais par contre, c'est une fois que c'est mis, il faut aussi que ça reste en place. Ok, parce que ça avait tendance à bouger. Ça a tendance un peu à bouger, donc c'est quelque chose qu'on resserre et qu'on vient pomper à l'aide d'une petite pompette. Okay. Et il y a donc ils te disent à combien tu dois serrer. C'est ça exactement. On te dit tout, donc à combien tu dois serrer et voilà. Et entre les séries, tu peux resserrer. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a il te donne un temps limite pour rester serré? Alors, il le donne pas, mais par contre, effectivement, il préconise entre les séries de desserrer un petit peu et entre les exercices d'avoir 10-15 minutes de repos. Peut-être même plus, je sais plus exactement. Mais voilà, en gros, il faudrait pas faire le leg extension, donc en serrant bien, en faisant toutes ces séries, 4 séries de, 20-30 répétitions. Puis ensuite, aller tout de suite sur un autre exercice. Non, il faut quand même laisser un petit peu le muscle réoxygéner. Voilà, c'est ça. J'allais dire irriguer à nouveau pour pas qu'il y ait justement trop ce garrot et ce blocage du flux sanguin qui peut aussi faire provenir j'ai plus. Ouais, t'as plus de mots. Mais en fait, l'idée de l'occlusion training, en fait, c'est tout simplement pour ceux qui ont déjà fait des sports d'endurance, c'est de réduire l'apport en oxygène vers nos muscles. Il faut savoir que lorsqu'on fait un effort, il y a forcément, dès qu'il est suffisamment intense, une sorte d'occlusion, une entrave de la circulation sanguine qui se produit. Et donc là, en fait, c'est comme si vous faisiez un sprint, du fractionné, voilà, on va dire plus du fractionné,
pas, 5 fois 5 minutes en course à pied, mais avec interdiction de respirer par la bouche. Bah là, forcément, vous allez aller beaucoup moins vite. Et certains diront, bah voilà, ça peut être intéressant. Et donc, l'occlusion training, c'est un peu ce principe-là, c'est de dire, bah, il y aura moins d'oxygène. Donc, on va développer énormément ce que j'appelle personnellement sa VO2 locale, donc tout ce qui est capillaire, mitochondrie. Voilà, on va fonctionner vraiment avec beaucoup moins d'oxygène. Et en fait, c'est venu, comme je disais, de Katsu. Training, c'était un gars, en fait, j'ai plus l'histoire complètement en tête, je la raconte dans mon article Occlusion Training, mais le gars, en fait, il était tout le temps à genoux, et en fait, il s'est rendu compte que, à force de rester longtemps à genoux, il congestionnait à fond, il avait du mal à se relever, et il voyait qu'il avait des super quadriceps. Et donc, il a commencé à faire des études sur le sujet, à démocratiser ça, il y a, je sais pas, il y a peut-être 15-20 ans, hein, ça commence à être assez vieux, hein. Et donc, c'est vrai qu'après, on nous a vendu un peu le truc en disant, parce que toi, tu as parlé d'une petite pompe comme ça, mais il y a des appareils qui sont à plusieurs milliers d'euros qui existent, hein. Ouais, non, Moi, je me souviens de copains qui ont même fait des formations sur le sujet. Ça peut être utilisé parfois en kiné, en rééducation, parce que justement, comme tu le dis, Seb, tu vas utiliser ce type d'appareillage, cette technique d'entraînement, en fait, avec des charges moins lourdes, donc avec des choses qui sont beaucoup moins traumatisantes pour les articulations aussi, mais ça reste un stress qui est relativement faible. On se rappelle que les 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire, c'est le poids qu'on utilise, entre guillemets, la tension mécanique, le stress métabolique. Donc là, on est vraiment là-dessus, et la progression. Sauf qu'à un moment, bah, tu comprends bien que plus tu vas progresser, malheureusement, t'en arrives là-dessus, et plus tu dois mettre de poids. Alors, le meilleur stimulus, c'est aussi celui que tu ne fais jamais. Donc, si tu es toujours habitué à de la surcharge progressive, et qu'à un moment, tu es à fond dans tes charges et que tu te mets à faire ça, bah, c'est un nouveau stimulus, et donc tu vas progresser. Tu vas prendre du muscle. Mais comme tu l'as dit, c'est pour ça que je te posais des questions sur cette dangerosité, parce que c'est vrai que il y a le fait de serrer à la bonne tension, parce que si tu serres trop fort trop longtemps, c'est la mort de capillaires, peut-être de vaisseaux sanguins, quoi. C'est pas bon, quoi. On voit bien que si on te serre à fond le bras pendant très 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 longtemps, bah c'est pas bon. C'est pas bon. À partir du moment où il y a une perte de sensation, là c'est qu'on est allé trop loin et dans le serrage de l'occlusion. Enfin, bah, j'ai une blague sur l'occlusion. Un coup, donc j'avais fait beaucoup de kayak, j'avais fait un stage à Marcillac, et je m'étais fait une ampoule, tu vois, bah là, du coup, ça fait un peu comme ça. Et donc, bah pour continuer, j'avais mis on appelle du scotch électrique autour de mes doigts, autour d'un doigt. Ouais. Et en fait, c'est la première fois que ça m'arrivait, donc je mettais ça, puis j'étais parti faire une sieste, tout ça, et je me suis réveillé, j'avais le doigt bleu. Ah ouais, et je dis, oh putain, et donc j'ai flippé. Et donc, j'ai enlevé mon truc, donc j'avais pas l'impression d'avoir trop serré, et mon doigt est revenu nickel, mais au début, je me suis dit, oulala, ça se trouve, mon doigt va tomber. Bah, il faut amputer, hein. Il faut amputer, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et, pourquoi t'as pas continué à en faire? Alors c'est surtout par une contrainte de temps et puis de mise en place. Donc voilà, il faut tout le temps penser à les avoir, il faut penser à les mettre entre les séries, il faut parfois réajuster. Donc ça va plus être une contrainte de temps et de mise en place. Ensuite, je pense que c'est super par exemple pour les personnes qui doivent récupérer, qui ont une blessure par exemple, qui ont une blessure, mais aussi ça va être utile vraiment localement sur certains muscles, donc ok, quadriceps, ischio, peut-être biceps, triceps, mais par exemple pour les pectoraux, bah, tu peux pas. Pour les fessiers, tu ne peux pas non plus. Pour les mollets, bah ça va être. Tu peux, tu mets là. Tu peux mettre là, mais voilà, en fait c'est bon. Dans les études et dans les faits, on sait très bien qu'il y a toujours une certaine différence en fait. Bien sûr. Il y a toujours une certaine différence. Et maintenant, ce que je remarque, c'est que voilà, sur mes séances actuelles, sur mes séances jambes, donc j'ai 3 séances jambes par semaine, et j'ai une séance où c'est un très haut volume de répétitions, donc entre 15 et 20 reps, et entre 20 reps et 30 reps. Et là, on a à peu près le même principe, en fait. Mais bien sûr, c'est on a le même principe parce que le muscle, il est sous tension. Donc voilà, on développe vraiment localement les mitochondries et on a vraiment cette sensation de congestion, de brûlure. Là, je peux dire qu'à la fin de mes séries de leg extension de 20-30, tu vas pas te relever. Voilà, j'ai l'impression d'avoir les cuisses de cow-boy, des cuisses énormes. Et mais un cow-boy qui a des grosses cuisses? Bah, tu sais, un petit peu quand même. En tout cas, il est dans leur jean, on dirait. Non, mais c'est vrai que on peut arriver à faire la même chose en diminuant les charges et en faisant des séries plus longues en tension continue, sans utiliser de rest pause, par exemple. Et c'est pour ça que la méthode est un peu tombée en désuétude, comme dit June. Mais en fait, c'est compliqué à mettre en place. C'est pas si sécure que ça. Et on peut arriver à faire presque la même chose, sans utiliser ce matériel, tout en sachant que naturellement, effectivement, en dehors du fait de, soit si on a des douleurs, soit dans un protocole de rééducation, soit si on est une personne âgée pour remplacer par exemple le super slow, donc le fait de faire ces répétitions à très basse vitesse pour que ce soit moins traumatisant, on n'a pas trouvé vraiment d'intérêt pour prendre du muscle. Et c'est pour ça que c'est un peu tombé, voilà, comme je disais tout à l'heure, en désuétude. Donc j'avais fait un article là-dessus.
Mais en dehors de cas très spécifiques, bah voilà. Alors après, comme tu dis, Seb, bah ouais, le net, c'est bien, c'est devenu une poubelle. Donc t'en as qui vont dire c'est super, super, qui ont jamais testé. J'en parle dans mon Leadercast qui est sorti mercredi. Il y a plein de théoriciens qui t'expliquent par A plus B que c'est génial, mais sauf qu'ils n'ont pas le C. Et nous, comme on fait le C, et on se rend compte que finalement, c'est beaucoup d'emmerde. C'est comme l'électro. À un moment, je faisais beaucoup d'électrostimulation, mais vraiment une tonne. Et donc, j'avais fait tester à plein de gens. Donc, ça coûtait un pognon monstre, hein, parce que les électrodes tiennent pas bien longtemps. Tu mets du gel, faut le charger. Bon, bref. Ouais, et donc, c'était hyper contraignant. Donc, je le faisais. Les séances duraient encore plus longtemps. 3 heures la salle, c'était le minimum. Et bon, au bout d'un moment, tu dis bon, ok, t'as des petits gains en plus, mais finalement, le temps que tu passes là-dessus, n'en vaut pas la chandelle. Tu vois, pour la majorité, pour 99% des gens, ça valait pas le coup. Ça valait vraiment le coup de mon expérience sur l'électro, tout ce qui est de potentiation, tout ça, chez ceux qui étaient presque à leur max. Et là, effectivement, il y avait des gains assez incroyables en termes de potentiation post-activation, mais au prix de douleur, fallait vraiment, fallait être capable de supporter ça. Ouais. Voilà, on y allait progressivement, mais c'était tout un truc un peu compliqué. Et c'est pour ça que c'est aussi tombé en désuétude. Et que finalement, même aujourd'hui, l'électrostimulation, même pour la récup, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes à faire pour la récup que l'électrostimulation. Et c'est pour ça que ça a jamais trop franchi, c'est jamais devenu mainstream. Ouais, voilà, tu as tout dit. Voilà pour le coup. Alors, on parlait de points faibles et on a eu une question de Cobra94. D'après ce que j'ai écouté et compris dans les podcasts dans lesquels interviennent Rudy et Fabrice, et donc June aujourd'hui, il n'est pas possible de faire progresser tous les muscles en même temps, à moins d'être doué et de prendre de la sauce magique. Ainsi, en dehors de ces deux derniers cas, la meilleure stratégie consiste à mettre l'accent sur un muscle au détriment d'autres. Certes, Rudy notamment a plusieurs fois insisté sur le fait qu'on ne doit pas non plus s'acharner sur un muscle pour lequel on n'est pas fait. C'est pour ça que ton avis va être requis, June. Admettons donc qu'il s'agisse d'un ou plusieurs muscles en retard qui peuvent progresser et non de points faibles absolus. Admettons par exemple que l'arrière d'épaule et les biceps soient tous les deux en retard. En l'espèce, j'ai bien conscience que privilégier les biceps et ou l'arrière d'épaule va exiger un travail moindre du dos, voire des trapèzes. Mais devrait-on privilégier soit l'arrière d'épaule, soit les biceps? Ou au contraire, est-il possible de les faire progresser tous les deux à la fois? Plus généralement, s'agirait-il d'un problème lié à la taille des muscles? Un seul gros muscle à faire progresser à la fois peut-être deux petits muscles en même temps, étant donné la quantité d'énergie exigée. Cette énergie étant elle-même limitée. En espérant que mes questions soient claires, je d'avance pour vos réponses. Donc toi, June, aujourd'hui, tu nous as dit que tu faisais 3 séances cuisses. Je fais 3 séances Alors, cuisses par semaine. Est-ce qu'il y a déjà un jour où tu peux marcher normalement? Oui. Heureusement, mon volume, il est assez bien réparti et les séances sont différentes à chaque fois, ce qui fait que j'ai un stimulus différent. Donc, je vais pas faire des séries constamment à l'échec. Je vais pas faire des séries constamment où je vais mettre hyper lourd, en tout cas sur chacune des séances. Mais par contre, je vais avoir une séance plutôt typée lourd avec top set, back off set. Donc, tu sais, un set. Voilà, une série lourde et des séries plus légères. Une série plus légère. Une séance qui va plus être avec du rest pause par exercice. Donc voilà, un rest pause vraiment bien maîtrisé et quantifié, standardisé. Et une séance avec beaucoup de volume et des répétitions très hautes pour laquelle qui fait le plus de courbatures? Ah, c'est plutôt la première. C'est avec top set. C'est ça, avec top set. Tu mets plus lourd. C'est parce que c'est là où il y a mes plus gros exercices. Donc il y a le hack squat, les fentes, le Romanian deadlift que je fais encore, le Romanian deadlift, les adducteurs, mais voilà, ça va vraiment. Toi, le Romanian deadlift, tu mettais assez lourd, je me souviens. Je mets toujours assez lourd, mais là en ce moment, je suis presque à 87,7 ah ouais. kilos, 87,5 kilos. Et t'en fais combien? T'en fais 8-10? Pas encore. Là, j'en fais 6-7 pour le moment. Okay. Et donc, sur mon back off set, donc ma série plus légère, je suis à 77 kilos. Donc, j'enlève environ 10 kilos. Et là, je fais entre 10-15 reps. Donc voilà, je progresse comme ça et je fais hyper attention techniquement. Ouais, bien sûr. Voilà, on sait tout ça. Moi qui pensais que tu faisais du Jefferson à ce point-là, je suis désolé. Pour renforcer tes ligaments, enfin. Pour renforcer tes ligaments, tes disques intervertébraux. Tout à fait. Tes muscles intervertébraux. Alors non, je ne fais pas encore à ce poids-là, au risque. Ah, t'es pas assez renforcé. Ouais, voilà, je pense que je suis pas assez fonctionnelle. Mais heureusement, le potager est là pour m'aider à être fonctionnelle. C'est ça. Ah, c'est le potager le secret. Ah voilà. Donc c'est ça. Ayez un potager et vous serez super fonctionnel. Et donc, je reviens à ce. Est-ce que depuis que tu fais
3 fois les jambes par semaine, est-ce que tu vois que tu progresses plus? Alors clairement, je vois qu'il y a une progression sur les cuisses. Donc moi, effectivement, le point faible, c'est le bas du corps, mais notamment les quadriceps, les ischios. Les fessiers prennent relativement bien, mais mes quadriceps ischios, c'est ce qui est vraiment la bête noire, on va dire. Et depuis que je l'ai refait 3 fois par semaine, parce que j'avais déjà fait ça 3 fois par semaine, j'avais arrêté, et là j'ai repris. Déjà le volume il est bien mieux réparti, et c'est lent, c'est petit à petit, c'est pas dès une semaine qu'on va voir la différence, mais là mois après mois, là ça fait déjà 3 mois que je fonctionne comme ça, et je vois des différences, notamment au niveau des adducteurs, notamment au niveau du bas de cuisse qui chez moi a du mal à se développer, donc les insertions basses du quadriceps. Mais je commence à voir les différences, je vois que c'est plus épais. Faut dire aussi que j'ai repris du poids, ça aide forcément. Mais malgré le fait d'avoir repris du poids, je vois toujours un petit peu la définition, ce qui est plutôt encourageant. Et est-ce qu'à côté, tu as donc réduit le travail sur le haut du corps? Tout à fait. Donc là, je ne suis plus qu'à une séance. Ah, une séance sur le haut? Je suis une séance sur le haut et je prends toujours du dos et des épaules. Et des trapèzes. On voit que les trapèzes, ça va. Arrête. On dirait The Rock. Mais et donc, tu pourrais pas faire, tu vois, Cobra il parlait d'énergie limitée. Tu pourrais pas faire 3 séances sur le haut et 3 séances sur le bas? Tout à fait. Alors en fait, comme l'a dit Cobra, l'énergie, elle est limitée. On n'a pas tous et toutes les mêmes prédispositions à mettre de l'énergie dans l'entraînement. On a tous des contraintes, hein, comme on l'a dit. Ouais, des capacités de récupération différentes. Des capacités de récupération différentes. Et il s'avère que moi, en ce moment, je suis quand même assez fatiguée et que pour maximiser vraiment les gains musculaires sur le bas du corps, on s'est dit, non, on va mettre juste une séance sur le haut du corps pour pouvoir mettre toute l'énergie possible sur les séances bas du corps. Donc voilà. Et donc pour répondre à Cobra, lui justement, donc c'est la première question, c'est quand c'est un gros muscle, effectivement, ça te demande beaucoup plus d'énergie que quand c'est des petits muscles. C'est pour ça que souvent on recommande de mettre l'accent, si on met sur un gros muscle, au détriment sur un seul à la fois plutôt que sur deux, parce que t'as pas des ressources illimitées. Et donc lui il pose la question de si c'est 2 petits muscles. Donc tu vois, lui c'est l'arrière d'épaule et les biceps. Est-ce que pour toi c'est possible de mettre l'accent sur ces deux-là? Ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. C'est pour 2 petits muscles. Je pense que c'est tout à fait possible de les stimuler suffisamment pour peut-être pas rattraper entièrement le retard, mais en tout cas mettre un petit peu l'accent dessus pendant quelques temps. Donc ensuite, pourquoi pas cycler, se dire ok, là je mets 12 semaines l'accent sur arrière d'épaule, biceps avec un petit peu plus focus arrière d'épaule, et peut-être 12 semaines ensuite focus toujours arrière d'épaule, biceps, mais avec un petit peu plus l'accent sur les biceps. Dans tous les cas, il faudra privilégier vraiment un travail sur ces 2 muscles en priorité dans les séances. Voilà, et donc ça veut dire par exemple, moi je fais souvent cette astuce-là, c'est que tu fais l'arrière d'épaule avant de faire ta séance dos par exemple. Exactement. Ta séance dos, tu la réduis parce que si tu veux mettre l'accent sur les biceps, alors après, tout ce qu'on dit, c'est à contextualiser en fonction de son niveau. C'est sûr que si, je dis une connerie, on fait du développé couché à 60 kilos et puis on arrive à faire 6 tractions, bon, la priorisation va avoir ses limites. Maintenant, si on fait des tractions, on fait des séries de 10 à 30 kilos de lest, puis on fait des séries de 10 à 110 au bench, là effectivement, là ça a plus de sens de se dire, effectivement, le dos, j'ai moins forcé dessus, peut-être le faire de manière plus légère, parce que sur les biceps, peut-être mettre en place une stratégie, comme a dit June, peut-être 2-3 fois par semaine, avec des séances lourdes, légères, longues, vraiment aller sur tous les spectres des facteurs de l'hypertrophie pour maximiser, entre guillemets, mettre toutes les chances de mon côté pour progresser. Mais 2 petits muscles, c'est des choses qui se font, moi, assez facilement. Ouais. Mais c'est vrai que on a malheureusement une énergie limitée, des capacités de récupération qui sont limitées et propres à chacun. On dit souvent que ça dépend de sa condition physique, qui est dépendante donc de notre forme cardiovasculaire. Moi, j'ai quand même l'impression que ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on a fait quand on était gamin. Énormément. Ce que tu as développé, parce que si t'as pas fait beaucoup de sport gamin, même si t'en fais beaucoup maintenant, tes capacités de récupération, elles sont quand même pas exceptionnelles. Voilà, je parle pour mon cas en tout cas. Même si, et encore, j'ai une vie qui est assez optimisée, malgré le fait que je travaille quand même pas mal pour bien récupérer. Et en même temps, on n'a pas tous les mêmes capacités à se développer, à prendre du muscle, à se renforcer. Non, mais c'est vrai, ça faut le dire aussi. C'est vrai. Et surtout que l'âge avançant, je ne sais pas quel âge t'as Cobra, mais c'est vrai qu'on voit que plus on vieillit, moins on est capable de progresser sur beaucoup de choses à la fois. Ouais, et qu'on est de plus en plus obligé de prioriser. Donc là, pour 2 petits muscles, moi je pense que ça se fait. Ça se fait très bien. Et juste pour ajouter, comme tu l'as dit, ce qui est bien, c'est de varier, les formats, varier les répétitions, aller lourd, aller léger, long. Enfin voilà, vraiment essayer de. Faut pas avoir peur de tester quoi.
comme pour l'occlusion, en fait, Rien n'empêche de tester. Et là, on a donné notre avis par rapport à ce qu'on avait testé. Et Fabrice, on avait parlé aussi un coup, mais il a pas tenu bien longtemps. Hein. Mais t'as tenu plus longtemps que lui. Lui, il a pas tenu bien longtemps. Et mais ouais, n'hésitez pas à tester pour avoir votre propre avis, votre propre expérience. Exactement. Même si on essaye de partager la nôtre par rapport à ce qu'on a vu. Mais ouais, 2 petits muscles au bras, je pense que tu peux y aller. Il n'y a pas trop de soucis, mais effectivement, il va falloir réduire un peu le travail du dos pour ne pas faire 3 fois les biceps et puis du dos à crever en même temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a parfois peur de se tromper ou parfois peur de faire les choses mal. Mais dans tous les cas, il faut parfois se tromper et c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience, en fait. Bien sûr. En testant des choses, en voyant si ça fonctionne sur nous ou pas. Et il faut savoir que, des choses qui fonctionneront sur Rudy ne fonctionneront pas sur moi ou même sur une autre. Il y a des bases, mais après, pour aller au-delà de votre niveau plateau, propre un peu à chacun, va falloir aller explorer d'autres choses. C'est ça. Pour aller plus loin, sinon vous serez condamné peut-être à atteindre 80% de votre potentiel et les 20% à débloquer. Là, il va falloir penser comme dans un jeu vidéo. Ouais. Il va falloir forcer quoi et passer du temps dessus. Une question, tout à l'heure on parlait des oléagineux et donc il y a Razia sur le forum qui nous dit: après un premier message sur ma diète il y a quelques temps, donc ça je m'en souviens plus, j'ai décidé de reprendre en main mon alimentation. Arrêt des sucres raffinés, manger des indices glycémiques bas, limiter les graisses saturées, etc. J'ai quelques questions précises qui restent néanmoins. Que pensez-vous des sels low salt en remplacement des sels traditionnels? J'aime manger salé et je cherche éventuellement des alternatives de ce type. Deuxième question. Que pensez-vous des mélanges de fruits secs avec raisins et cranberries séchés? Les cranberries et raisins séchés sont hauts en déficit calorique tant que je respecte mes macros. Dernière question. Je n'aime que très peu les légumes. Tomates, poivrons et quelques légumineuses. J'essaie de manger des légumes, mais existe-t-il des fruits apportant les micronutriments semblables aux légumes afin que je priorise ces derniers? Je me doute bien que ce ne sera jamais comparable aux légumes. Alors, première chose, les sels low salt, donc c'est des sels, pour ceux que vous connaissez pas, qui, au lieu que ce soit du sodium, c'est du potassium. En fait, on a regardé juste avant, c'est chlorure de potassium. Donc, moi, j'en ai déjà consommé, mais je suis pas spécialement quelqu'un qui mange salé, malgré tout le sport que je peux faire. Est-ce que toi, tu as déjà essayé ce genre de sel? Alors non, pas du tout. Moi, j'ai jamais remplacé le sel. Le sodium par du potassium? Non, ouais, jamais. Il y a eu une période quand j'étais végétalienne où je mangeais assez peu salé. Mais au final, là maintenant, moi, je sale tous mes repas et. Ah, c'est ça la rétention d'eau? Ouais. C'est pour ça que j'ai l'air aussi musclée. Et je sale aussi mon eau pendant que je m'entraîne. Donc une pincée de sel, c'est jamais excessif. Ouais, par contre, c'est du sel, je consomme du sel. Non, mais ça peut être intéressant, Razia, parce que c'est vrai que de ce que j'ai pu constater, la plupart des individus manquent de potassium et donc s'en consomment un peu. Alors après, il faut y aller mollo parce que sodium, potassium à faire. On en a parlé à Nevers, je crois que j'ai abordé un peu le sujet. C'est que t'as des gars justement qui ont abusé un peu du potassium avec tous ces rebonds, en plus des diurétiques, pour chasser le sodium, et en fait qui se retrouvaient limite à faire des crises cardiaques et tu peux même crever. Hein, quand on te donne beaucoup de potassium, si tu veux tuer quelqu'un, c'est pas compliqué. Non mais on rigole, mais tu lui plein de potassium, il va crever. Et c'est pas une blague. Donc si tu veux faire ça, vas-y mollo, démarre très doucement. Et ça devrait bien se passer, mais surtout voilà, n'abuse pas, c'est comme tout, trop de sodium c'est pas bon, trop de potassium non plus. Pourquoi pas un repas sur 2 alterné, une fois son alternative low salt et une fois du vrai sel, parce que le sodium ça reste important pour la récupération, pour les minéraux, donc voilà, pourquoi pas alterner. Bien sûr, non mais en tout cas voilà, on manque plus de potassium que de sodium, donc normalement tu peux y aller, mais vas-y mollo. Deuxième question, que pensez-vous des mélanges de fruits secs? Alors, des raisins et des cranberries séchés. Est-ce que ça, c'est bon, ça, Lune? Toi, t'en manges beaucoup, non? Ah, j'en mange jamais, moi. Tu manges avec des bonbons, je crois, non? Fou, toi. Déjà, les raisins secs, j'aime pas. Et les cranberries séchés, en général, il y a des mais c'est un super fruit. Il y a de l'ajout d'huile de tournesol en général et de sucre en général. Donc voilà, il y a les. Ah mais j'adorais moi les cranberries. En fait, j'aime pas les cranberries séchées, j'aime le sucre et l'huile de tournesol. Ah oui, c'est ça. Donc tu peux te prendre un petit bol, tu mélanges les deux et puis tu manges ça à la cuillère et tu verras, c'est pareil. C'est parfait. C'est parfait. Mais donc oui, donc ensuite, je pense que ça dépend des marques. Peut-être que en vrac dans les magasins bio, il y a pas cet ajout d'huile et de sucre. Cependant, les cranberries et raisins séchés sont en déficit calorique, certes, tant qu'on respecte les macros, mais est-ce que c'est ça qui va contribuer à la satiété? Je ne pense pas. Étant donné que ce sont des fruits séchés, pour un petit volume, on va avoir une grande quantité de sucre et de calories, de densité énergétique, et ça ne va pas contribuer au fait d'être rassasié. Il y aura moins de fibres que dans un fruit entier frais.
Donc, est-ce Mais que bien c'est sûr, à privilégier en fait, c'est des calories faciles qui pourraient peut-être avoir du sens pour moi, en tout cas, en prise plus, de voilà, voilà, en en prise de prise de masse, quand masse. on a du mal à manger suffisamment. C'est ça. Au régime, entre guillemets, si le but c'est de perdre du poids, ça peut se discuter, c'est important d'avoir un petit goût sucré, mais les quantités vont être tellement minimes que ça peut être frustrant. Ouais, Vous c'est savez ça. très bien que le sucre appelle le sucre, c'est une drogue, hein, le sucre, c'est pas plus compliqué que ça. J'invite à regarder le documentaire à chaque fois que j'en parle, Sugarland, où on voit vraiment que c'est une drogue puissante. Et donc, moi, je serais plus d'avis de prendre des trucs, peut-être prendre un vrai fruit à la place des fruits séchés. Parce que comme ça, il y aura un peu d'eau, et on va venir après sur la dernière question. Mais voilà, il y a un peu d'eau avec, c'est quand même beaucoup plus rassasiant, il y a moins de glucides. Mm, Ça s'envisage plus que des fruits tout à secs fait. qui sont surtout la raisin. Alors raisin, faut vraiment les prendre bio parce que sinon c'est hyper toxique, on va Hyper dire, contagieux. hyper Même toxique. les Et cranberries, cranberry, donc en voilà. général, ça vient des... Mais c'est vrai que ça je vient suis assez des- d'accord. D'un point de vue du goût, c'est hyper bon. Hein. Prenez des bananes séchées, des figues séchées. Bon, les figues, à un moment j'en mangeais plein Moi, aussi. j'adore les dattes. Voilà. Bah, ça se mange tout seul, Ça, c'est... mais c'est le piège. Et je sais pas si vous vous souvenez, pareil, Fabrice disait que des fois, je sais pas si vous vous souvenez, il bouffait des paquets de pruneaux en entier. Tu te souviens pas de ça? Il disait qu'il bouffait des paquets de pruneaux en entier. Donc c'était le piège. En fait, faut pas en acheter, idéalement. Mais voilà, si vous avez besoin d'un petit goût sucré, Tiens, plus un fruit. j'ai une anecdote Ah, là-dessus. ah, Donc, t'as mangé beaucoup de pruneaux et mais t'as non. été entouré juste après. Donc c'est pas sur les fruits séchés, mais vraiment sur les oléagineux. Donc j'avais une de mes élèves qui voilà qui faisait un petit peu son rééquilibrage alimentaire de son côté. Elle n'avait pas encore fait appel à moi. Et elle me dit, je ne comprends pas, j'ai pris 3-4 kilos, pourtant je mange comme d'habitude. Je lui dis, attends, est-ce que tu es sûr que tu manges comme d'habitude? Parce que c'est pas possible de prendre 3-4 kilos quand on n'a rien changé, à moins que tu sois hyper sédentaire. Il me fait, bah oui, là j'ai été en randonnée et je me suis pris un paquet de noix de cajou. Mais lesquelles noix de cajou? Non, de noix de cajou. Ah, des bonnes noix de cajou. Des bonnes noix de cajou. Et je lui dis, ok, t'as mangé quoi? Une poignée? Elle me fait, bah non, j'ai mangé le paquet. Oh putain, elle me fait une calorie. Et j'ai dit, mais t'as fait ça combien de fois? Elle me fait, bah 3 ou 4 fois. Sauf qu'en fait, voilà, les noix de cajou, C'est à peu près c'est 600 hyper calories. dense, ouais. Ouais, c'est à peu près 600 hyper calories au dense. 100 grammes. C'est pour ça que moi, je mange plein d'oléagineux. Et quand on en a mis dans les trucs super physiques, parce que les oléagineux, c'est à peu près 600 calories au 100 grammes. Et 100 grammes, ça va très. Sur les noix de Ça va cajou, très vite. les noix de cajou, je sais pas si on en a déjà acheté. Moi, j'en ai acheté avant en vrac, avant qu'on passe dans les oléagineux. Et vraiment, manger 50 grammes de noix de cajou, il y a l'impression qu'on n'a rien dans la main. Ouais, Et c'est ça va ça. super vite, quoi. Ça va super vite. Et donc, en fait, on croit manger sain. Et oui, Oui, c'est c'est sain. ça. Mais Mais en fait, là, en excès, eh ben, il faut quand même se rappeler de la valeur énergétique des elle aliments. travaille sa lipolyse, enfin. C'est ça. Elle a décidé de faire le régime cétogène. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc ensuite, une fois qu'elle a supprimé ça de ses sorties rando, parce qu'elle fait pas mal de randonnées, bah ça a quand même été beaucoup mieux, plus équilibré, donc avec une poignée, un fruit, éventuellement une petite source de protéines. Mais voilà, déjà il faut remettre un petit peu les choses en contexte. Et pareil, les cranberries et raisins séchés, ça peut aller très vite en termes de Ah, densité bien énergétique. sûr, mais. Donc pour le régime, ça sera pas l'idéal. Pour le déficit calorique, pardon. Et alors, dernière question. Oui. Je n'aime que très peu les légumes. Si j'essaie de manger ces légumes, donc tomates, poivrons, quelques légumineuses, mais existe-t-il des fruits importants, les micronutriments semblables aux légumes? June, est-ce qu'on peut éviter de bouffer des légumes et manger que des fruits? Bah non. Déjà, tomate, c'est un fruit légume. Tu sais, Ouais, il y a oui, bien sûr, toujours bien sûr. ce truc, c'est un fruit légume. Bah, poivron, il y aura aussi ce goût sucré. Légumineuses, bah, c'est pas des légumes, c'est des légumineuses. C'est bien différent. Ça se rapporte plus aux glucides et à la protéine plutôt Bien sûr. qu'aux légumes. Donc voilà, le légume, ça va plutôt être une fibre. Et bah, on sait très bien que les légumes verts, les légumes de couleur, c'est super important pour tout ce qui est des apports en fibres, des apports en minéraux, des apports en certaines vitamines. Et Et dans malheureusement, des substances qu'on connaît pas encore et qu'on découvre chaque jour. c'est ça. En fait, il y a plein de choses dans les légumes qu'on ne soupçonne pas et en fait qui sont dedans et je vois des fois des trucs passer qui disent voilà, on a découvert ça dans tel légume, ça. Moi, je me souviens de la mode de la bêta-ecdystérone, donc un phytoœstrogène Ouais. dans le brocoli. À un moment, le brocoli Ouais. qui est revenu à la mode dans les magazines. Ah, c'est bon. Et il dit la bêta-ecdystérone. Après, donc voilà, fallait bouffer des brocolis ou acheter ça en complément. Mais bref, il y a plein de trucs comme ça qu'on découvre. Et c'est ça, comme tu dis, en fait, c'est pas remplaçable, C'est pas malheureusement. remplaçable. Pareil en prébiotiques, en probiotiques, dans certains légumes, dans certains choux, bah ça va être très présent. Dans les fruits, il y aura pas ça, ou Ouais. vraiment en moindre quantité. en moindre quantité. Ensuite, c'est très bon de manger des fruits aussi, il en faut, mais les légumes, ça reste quand même assez essentiel. Et
moi je suis à chaque fois un petit peu étonnée quand on me dit qu'on n'aime pas les légumes parce qu'il y a tellement de manières de les cuisiner. Bien sûr, voilà, c'est plus on n'aime pas trop cuisiner. Voilà, c'est ça, parce que à partir du moment où on essaie un petit peu, voilà, ça peut être fait en purée, ça peut être fait au wok avec des épices, Bien sûr. C'est hyper simple de cuisiner les légumes. Il faut juste un petit peu d'huile de coude et voilà, et ça rend le légume appétissant avec une bonne quantité de riz et des protéines. Oui, mais j'allais dire, là, c'est l'exemple typique quand même du gène féminin qui est fait pour la cuisine. Qu'est-ce que tu racontes? Moi qui déteste cuisiner. Non, mais c'est ça que. Et donc on écoutait la fois en plus un podcast tous les deux, celui de David, Limited Project avec Georges Mouton. Tout à fait. Et il disait un truc intéressant. Il disait il faut manger 60 variétés de fruits et légumes par an pour essayer. Je sais pas si tu te souviens de ça. Il disait 60 variétés de légumes et de fruits par an pour essayer d'avoir le spectre le plus large et pas l'intégralité, mais beaucoup des substances qui nous sont bénéfiques, donc vitamines, minéraux et tout ce qu'on découvre en plus. Ah, je suis et donc c'est assez énorme en fait, 60. Et on voit bien que si on n'aime pas les légumes, on n'en mange pas. Bah en fait, c'est compliqué. Ouais. Moi, en termes de légumes, c'est pas compliqué. Je suis pas, j'ai pas ce gène féminin de June. Non, donc plus, hein. évidemment, c'est une blague. Mais moi, j'aime bien acheter des mélanges de légumes. En général, je vais au supermarché et je prends des légumes bio, des mélanges, donc des printanières, des ratatouilles, je sais pas, des légumes pour potage aussi, plein de trucs comme ça. Et en fait, tu fais cuire ça. Donc moi, je mange beaucoup, donc je mange le paquet d'un coup. Mais et donc ça fait vite une bonne quantité de légumes, un peu différents, sans avoir besoin de cuisiner. C'est rapide. Vous pouvez mettre ça avec votre riz dans l'eau du riz, ça cuit tout seul. Ou vous mettez dans la poêle, vous laissez, ça cuit assez rapidement. Voilà, vous pouvez écouter notre podcast en même temps ou ce que vous voulez. Non, mais vraiment. Et ça, c'est une façon assez facile. Si vous êtes comme moi et pas un grand fan de cuisine, voilà, d'avoir plein de légumes différents. Et il y a pas mal de mélanges différents quand même. Hein. On en voit 4, 5, 6. Si vous allez au champ, par exemple, il y a 4, 5, 6 différents. Donc rien qu'avec ça, au rayon bio en plus, vous allez pouvoir vous faire, peut-être pas 60, mais peut-être 30 légumes différents. Et ça sera déjà pas mal tant que vous n'avez pas votre potager comme June. Oui, non, mais voilà, par exemple, l'hiver, j'ai pas le potager, hein, donc je fais comme toi, j'achète pas mal de poêlés surgelés parce que c'est pratique, et j'avoue que je suis un peu dans ce même truc. J'ai pas spécialement envie d'éplucher mes légumes, enfin voilà, j'ai pas trop le temps pour ça. En tout cas, je n'ai pas envie d'accorder du temps à ça. Par contre, l'été, j'adore effectivement avoir mes propres légumes et les cuisiner moi-même. Ça, c'est super agréable, c'est hyper gratifiant. Je crois que tu as une recette spécialité qui s'appelle la tchatchouka. Alors pour ceux qui ont la ref, pour ceux qui ont la ref, c'est comme ça qu'on a découvert June sur les podcasts super physiques. C'est la tchatchouka. C'est parce qu'on cherchait chez lui des recettes. Fabrice donnait des recettes chaque semaine, vraiment des recettes que personne n'a jamais fait. Et June a mis dans les commentaires, je reconnais une recette facile, la tchatchouka. Et donc c'est comme ça qu'après j'avais croisé June en ville et j'avais dit c'est toi la tchatchouka. Donc voilà, c'est exactement ça et c'est super bon. Je te ramènerai une fois. Et voilà, avec des bonnes tomates et poivrons du jardin. Et voilà, nickel. Et ça roule. Et sur ce, on arrive à la fin du podcast. June, où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai eu une petite période de calme ces derniers temps, mais je vais revenir en pleine forme. Quel est ton compte? JuneCoach74. Et super. Donc si vous avez des questions ou autres par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, n'hésitez pas dans les parties commentaires sur YouTube, sur SoundCloud. On aime toujours les notes de 5 étoiles sur 5 sur les applications quand c'est possible. Et puis de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine avec Fabrice et dans un mois avec June pour la suite de sa prise de masse de Titan. Allez, salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.